Nous, on est le Congo, les dompteurs de léopard. Le léopard a dompté, c'est ton propre caractère. La femme est une coéquipière. Donc, on ne l'assume pas. On se comprend en équilibre. Vous voyez, lorsqu'on parle de complémentarité, on ne parle pas qui est au-dessus, qui est en bas. On dit qui doit faire quoi. Pourquoi se soumettre? C'est l'esclavagiste. Est-ce que nous sommes dans un champ de maïs? On va dire, toi, soumettre, elle descend. Oh non, non, non. Les femmes sont des reines. La jalousie elle-même, déjà, c'est un sentiment ridicule parce que jalouser sa femme signifie qu'elle n'est pas pour toi. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le mal n'est pas une prison. Dès qu'il n'y a plus confiance, il y a méfiance, ça crée ce qu'on appelle la toxicité. On ne peut pas être dans une relation de mariage et puis on se méfie les uns des autres. Le mariage doit être dans un état où la confiance découle de la vigilance. Donc, c'est une épreuve de maturité, de retenue. Celui qui ne peut pas gérer une femme, qui ne peut pas gérer un royaume, ni un peuple. Aux sources d'Afrique. Je suis Mani Congo, 5e du titre. Donc, je suis chef coutumier. Et j'ai un mandat mystique qui a été donné par un génie ancêtre qu'on appelle Kimbangu, qui a eu un grand sacerdoce ici en Afrique. Donc, je suis d'origine gabonais. Et c'est ici au Gabon, à Mwanda, que j'ai été visité par l'ancêtre Kimbangu, qui avait mené un grand combat, qui m'a confié une mission de continuité de son ministère. Et ici, quand on parle de ministère, on parle de sacerdoce. Un sacerdoce, ça veut dire que c'est une forme de prêtrise africaine qui permet de guérir des maux, les maladies liées au mystique. Maintenant, au-delà de cela, ils m'ont confié cette mission de bâtir en Afrique ce qu'on appelle la poration, ça veut dire une école de modèles africains de pensée, parce que les pensées africaines aujourd'hui ne sont pas structurées. On pratique des rites, mais on n'a pas un modèle explicite qui nous permet de faire asseoir nos idées et puis pouvoir évoluer. Donc, les idées sont à gauche et à droite, etc. Donc, le travail consiste à récupérer ces idées qui sont dispersées, les modéliser pour mettre en place un modèle de pensée métaphysique. Donc, c'est le travail que je fais depuis le Gabon. Je détiens une école en ligne de Porascience, donc porascience.org. Donc, c'est une école de métaphysique. Donc, ça permet de pouvoir... Parce que quand on parle de métaphysique, on parle de science et mystique. Donc, c'est comprendre la spiritualité avec un regard scientifique, donc un peu moderne. Tradition, c'est un peu tabou. On vous dit c'est interdit, mais tu ne sais pas pourquoi. Métaphysique, on te dit c'est interdit, mais on développe pourquoi avec un argumentaire logico-mathématique, et c'est ça. Donc, c'est le travail que nous faisons ici depuis le Gabon et puis en international. C'est fabuleux. Vous avez aussi un temple qui s'appelle Ngwanzulu. Oui, j'ai un temple qui s'appelle Ngwanzulu parce que j'ai 2 sacerdoces. Je suis donneur des yeux et des oreilles en ce qui concerne la sagesse de transmission. Chez nous, on parle de longia, un longi, donc celui qui transmet, qui explique. Et puis, je suis guérisseur. Donc, je suis guérisseur et dans la guérison, je traite. Et nous avons ce qu'on appelle le sacerdoce de sortir du christianisme parce que les gens sont entrés dans l'église, dans l'islam, par des rituels. Maintenant, comment on y sort? Il faut un autre rituel qui renverse l'ordre des choses. Donc, habituellement, c'est le 22 décembre que les gens viennent au sacerdoce. Il y a un temple ici et pendant ce temple-là, on traite, on guérit, okay? On fait de l'exorcisme, on fait des systèmes de chorrie, de voyance, okay? Et puis jusqu'à tout ce qui est médecine africaine. La vision que nous avons, c'est de pouvoir être capable de mettre à côté de la médecine moderne, la médecine mystique qui traite l'être. Parce qu'il n'y a pas de contradiction entre les 2 sciences, il n'y a pas de collaboration parce que l'autre s'arrête à la matière, mais nous, on va aller au-delà de la matière. Vous avez été pasteur avant? Oui, j'étais pasteur. Mon histoire, c'est, au fait, j'étais d'abord un jeune homme qui aimait beaucoup les maths et la physique. En 2009, je commençais à avoir des visions et ces visions bouleversaient ma carrière scolaire totalement. Et je vais normalement décider d'arrêter l'école. Je devenais un peu comme un fou. Donc, ça va me créer des graves soucis. Mais quand j'arrête l'école, je vais d'abord m'orienter vers les églises. Et dans l'église, j'ai eu quand même, j'étais un modèle ici au Gabon, parce que parmi les jeunes pasteurs,
Vous verrez peut-être des images qui passeront hein, quand vous allez faire votre montage. Quand j'étais jeune pasteur, très jeune, j'étais parmi les plus jeunes, mais je peux vous dire que j'étais comme un apôtre. J'ai baptisé des pasteurs, je consacrais des pasteurs, j'ai bâti des ministères. J'avais 3 ministères à Libreville, à Fonceville et à Port-Gentil. Et jusqu'à aujourd'hui même, il y a certains pasteurs jeunes qui font l'église là, ils me prennent pour modèle parce que leur histoire, c'est je veux être comme lui. Vous voyez ça bien? Donc de 2009 jusqu'à 2012, j'étais pasteur. Et en 2012, je croise le génie et qui me dit d'arrêter tout ce que je fais. Et c'était un scandale. Donc, vous vous rendez compte que j'avais une grande église. J'avais mes dîmes aussi, mes offrandes. C'est bien quand même. C'est bien dans l'église quand même. Hein. La partie la plus intéressante. Il faut tout arrêter. Et je vais devoir tout arrêter. Je vais me mettre à genoux. Je vais expliquer de tout arrêter. Dans un premier temps, il y aura une transition. Donc, quand je vais dire d'arrêter, je ne vais pas totalement quitter l'église, mais je vais attaquer plus le nom de Jésus, les noms comme Dieu, etc. Mais tout en ayant toujours le concept chrétien de la chose. Et c'est effectivement en 2014 que là où je décide maintenant de laisser tout et de rentrer dans la Longo Wazulu. Donc, Longo Wazulu, c'est maintenant la vision propre de ce qu'on m'a donné comme mission de faire. Il n'y a plus de mélange, ni d'église, et puis il n'y a plus ça à l'intérieur. J'ai vu dans une vidéo que vous plongez les gens dans l'eau. Ça ressemble au baptême. Pourquoi l'eau? Moi, aujourd'hui, les ancêtres, ils envoient beaucoup de messagers, mais chaque messager vient avec une particularité du travail à faire. Moi, je suis plus ceux qui viennent délivrer des Africains qui étaient à l'église. Vous voyez? Maintenant, moi, j'ai baptisé des gens. Pour entrer dans le christianisme, il faut que tu passes dans l'eau. Il y a un mystère dans l'eau, c'est la science de naissance. On est dans l'eau et l'eau a un facteur qui garde la mémoire. Elle mémorise des informations, ok? Elle garde des formes. Maintenant, ce que tu avais prononcé dans l'eau, tu ne peux que le briser devant de l'eau. En fait, toute action spirituelle, symbolique qui est faite hors de l'eau n'est pas mémorisée. Parce que le monde qui donne la naissance à ce que les paroles deviennent des actes, c'est de l'eau. Voilà pourquoi on fait la libération avec de l'eau. Donc justement, étant dit que j'avais baptisé les gens dans la même eau, plusieurs personnes, hein, pour les faire sortir du christianisme, de la colonisation, du système colonial, il fallait donc un rituel renversé. Voilà pourquoi dans l'eau, quand je baptise, je ne plonge pas des gens par l'arrière, comme le baptême chrétien, je les plonge par l'avant. Ça veut dire que je te fais sortir de l'eau où tu étais entré pour rentrer dans le village de tes ancêtres. Et effectivement, c'est un rituel majeur pour vraiment celui qui a été baptisé, il faut se faire débaptiser. Et pour continuer sur le baptême, vous savez que la notion du baptême, c'est une notion africaine. Hein? Le rituel du baptême, c'est ce qu'on appelle les rituels de naissance. Le mot baptême vient de la langue au Congo, Botama, un peu en Lingala. Vous voyez, les Européens ont juste récupéré un concept parce que baptême, c'est dans la Bible, baptista, c'est dit que nouvelle naissance, naître de nouveau. Il n'y a aucun mot européen qui a une connotation liée à la naissance avec la verbalisation du baptême. Par contre, chez nous, on a le mot Botama. Vous voyez, la femme, quand elle accouche, a bâti, elle a mis au monde. Botama veut dire naître. Donc, nous, on connaissait la notion de ce baptême-là, ok? D'où, dans la Bible, on dit, exemple, vous avez plusieurs rituels de baptême. Or, nous, on a des bains, vous voyez? Tout ce qu'on appelle bain de purification, bain de guérison, bain de etc. Ce sont des baptêmes. Donc, ce sont des traditions africaines qu'eux, ils avaient récupérées, mais mal pratiquées. Parce que le chrétien, quand il baptise, le baptême est un rituel de naissance. On ne peut pas naître sans mourir. Nul ne peut naître de nouveau sans mourir. Donc, le rituel de baptême n'est pas un rituel symbolique. On te plonge dans l'eau, il faut que tu meurs. Chez les Congos, on appelait ça le Kimbita Kimba. Bita Kimba est une prophétesse africaine. C'est un rituel chez les Congos où la personne meurt d'abord avant de naître. Il y avait ça aussi chez les Mayas. Vous voyez, les Mayas antiques. Ce rituel de plonger quelqu'un dans l'eau pour mourir. Donc, lorsqu'on fait normalement un baptême, si tu ne meurs pas, ça veut dire que si l'individu n'arrive pas au niveau où il rend le souffle, donc entre la traversée, entre la vie et la mort, il faut qu'il meure pour moi. C'est à partir de la mort, là, quand on remarque que l'âme commence à sortir, là, que le prêtre doit le faire sortir de l'eau et prononcer les paroles magiques de la nouvelle naissance. Donc, s'ils ne font pas ça, et là aussi, le baptême n'est toujours pas réussi. Très bien, donc passons donc à un autre sacrement qui est cette fois le mariage, donc l'union entre deux personnes. Selon vous, maître, quelle est la plus grosse erreur que
les gens commettent quand ils choisissent leur partenaire de vie. Ah, c'est très bien. C'est un sujet très complexe et qui nous amène à aller étudier les profondeurs de la notion même du mariage. OK? Il a d'abord une bonté. Vous voyez? Il y a des animaux qui ne se marient pas. Hein. Ils sont là, ils prennent la femme, ils violent, etc. Mais il y en a aussi qui vont en couple. Il y en a. Donc, c'est une vérité cosmogonique. Quand je parle de cosmogonie, ça veut dire que l'homme n'est pas seulement l'auteur du concept. Ça peut aller au-delà même de l'homme. On peut le lire dans l'univers. D'abord, mariage signifie quoi? OK? Marié veut dire, chez nous, on parle balana, mi balé, kobala. Ça donne le mot Dieu bal dans la Bible, OK? Et ça crée le mot la fête des bals. Comme vous entendez, je ne suis pas dans un bal, OK? Habituellement, le mot bal était lié avec la notion de balana, qui veut dire mariage chez les Congos, parce que mobal, c'est l'époux, balana veut dire mariage, et la cérémonie pour fêter le mariage, on appelle ça le bal. Hein? Les Européens, comme d'habitude, n'ont pas la culture de la chose. Hein. Ils ont récupéré le mot bal, ils ont créé la fête de bal, mais ils ont rejeté la coutume derrière le concept métaphysique du bal. Et c'est ce qu'a donné dans la Bible le Dieu Baal. Vous entendez dans la Bible le Dieu Baal. Ça veut dire, dans Osée 2, ça veut dire l'époux. Donc, c'est justement une vérité culturelle Congo, c'est le mariage. Alors, pourquoi on se marie d'abord? La culture du mariage chez nous, ça commence chez Mawungu. Mawungu, c'était l'ancêtre primordial des lettres africains qui était androgyne. Mais il va devoir traverser un arbre qui va le séparer en deux. Il y aura une partie féminine à côté, une partie masculine à côté. Et c'est justement à partir de là que chaque partie cherche l'autre pour se compléter. Ça, c'est bien mythe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire scientifiquement là-dessus? Parce que le mythe, c'est un moyen de raconter des données scientifiques dans un langage ancien. Parce que nous, on parlait des effets scientifiques sous forme de contes, des adages et de paraboles. Mais derrière le parabole, le conte, l'adage, mythomanie, il y a à l'intérieur un concept métaphysique ou bien scientifique. En vérité, le mariage, c'est une complémentarité. Donc, ça veut dire que tu es né, mais tu n'es pas complet. Dans l'Égypte antique, on parle d'atoum, l'être qui est complet. Donc, être complet signifie avoir les deux côtés en toi. Maintenant, la première erreur que nous faisons dans le mariage, c'est parce qu'on pense que le mariage, c'est une égalité. Or, le mariage, ce n'est pas une égalité entre l'homme et la femme, c'est une complémentarité. Le désir de se marier est un désir de se compléter. Maintenant, il va se compléter. Est-ce la femme ou bien est-ce l'homme? Ça, c'est la bonne question. Donc, je veux me compléter. C'est un désir qui doit être émis par l'homme et non la femme. Celui qui est insuffisant dans la condition, c'est l'homme. Et c'est l'homme qui a envie de se compléter. C'est justement même dans le terme qu'on dit choisir, c'est l'homme qui choisit. La femme, elle valide, elle accepte ou bien elle refuse. Mais ce n'est pas la femme qui va entrer dans un procès et dire je vais aller chercher un homme, je vais aller chercher un bon partenaire. C'est l'homme qui le fait. Maintenant, l'homme vient se compléter. Pourquoi? Il vient se compléter pour la première raison est son destin est désactivé. Ça veut dire que le destin de l'homme est désactivé. Quand il est né, l'homme a besoin de la femme dans tous les parcours de sa vie. Dans la naissance, c'est la femme qui le met au monde. Quand il est né, c'est la femme qui l'allègue. Quand il grandit, il suce toujours les mamelles de sa femme, puisque c'est-à-dire que sa femme devient sa maman, puisque quand ils font l'amour, il suce toujours les mamelles. Donc, il n'a pas cessé de grandir, c'est-à-dire qu'il n'a pas cessé d'être enfant. Il a sucé les mamelles de sa maman quand on l'allaitait. Le voilà qui suce encore les mamelles de sa femme à l'état adulte. Donc, il n'a pas fini la dépendance de la maternité, d'accord, de la mère. On a seulement changé la mère à la femme, mais la relation vraiment est la même. D'où on dit un homme sans femme est comme une maison sans barrière. Donc, lorsqu'on évolue, quand l'homme décède, il a besoin de la femme pour le pleurer. Lorsqu'on parle des femmes pleureuses, on a cette coutume-là où les femmes pleureuses venaient donner l'honneur à celui qui était décédé. Et c'est un rituel qui sera très important pour la traversée au monde du défunt. Donc, l'homme, il est né avec un destin, est là, mais c'est désactivé. Tu peux naître avec un destin d'être vendeur des oignons, mais c'est la femme que tu vas trouver qui te rendra le meilleur vendeur des oignons. Tu peux naître avec un destin d'être guérisseur, mais c'est la femme que tu vas trouver qui te rendra le meilleur des guérisseurs. Donc, qu'est-ce que la femme voit? La femme voit dans l'homme un destin
natif, mais qui n'est pas déployé. Maintenant, elle fait le choix de dire, ce destin m'intéresse, je peux donc travailler sur ça pour rendre ce destin le meilleur des destins possibles. D'où on parle de complémentarité. L'homme reçoit le manque, il reçoit la soif, il cherche qui pourra le l'épauler. Ce ne sera pas un homme comme lui, ce sera donc une femme. Cette femme va le comprendre, va le coacher, ok, et puis va apporter les atouts pour activer son destin. La vie est très joliment racontée, je trouve. C'est une belle image de la vie que j'entends là. Mais alors, qu'est-ce qui a désactivé l'homme dans son destin? Déjà là, euh, vous comprenez une vérité, c'est que le cosmos est construit par une seule loi qu'on appelle la différence accordée. Ça veut dire que rien n'existe sans différence. Pour avoir de l'information, il faut un minimum de différence. Une information, c'est lorsque A est différent de B. C'est ce qu'on appelle, au fait, variabilité d'état dans un système. Donc, si A est pareil que B, il n'y a pas d'information à confusion. L'univers ne peut pas exister. Donc, pour que l'univers existe, il faut l'information. Maintenant, l'information, c'est ce que nous, on appelle de pas l'esprit. La science, c'est pas vous parler des électrons, mais qu'est-ce qui a structuré les électrons ici? C'est l'information. Qu'est-ce qui fait que le feu brûle? C'est l'information. L'ADN, c'est l'information. La matière, c'est l'information. En mystique Congo, quand on parle de l'information, on dit que l'information a trois états d'existence. On a la forme, l'information dans la masse, donc la matière, qu'on peut compter, peser, diviser. L'atome, c'est la forme. Elle est localisée dans l'espace-temps. On a ce qu'on appelle la force, les champs, ok, l'implication. Deux particules qui ont été éloignées, ils arrivent à communiquer. La science l'étudie bien évidemment. Et on a la troisième dimension, on appelle le sens. Le sens, la science n'arrive pas là. Exemple, si tu montres le chiffre 1 à un chien, il ne saura pas ce point 1. Tu le montres à l'homme, l'homme va comprendre ce point 1 parce que 1 n'est pas une réalité tangible, mais c'est un sens, c'est un concept. Si tu montres au chien le feu, il va comprendre le feu que ça peut brûler. Ça, c'est le champ, la force. Il sait que le feu a un vecteur, il a une forme. Ça, c'est la forme. Mais est-ce qu'il sait que le feu a aussi un concept de chaleur, un concept de se réchauffer? Il ne connaît pas ça. Donc, chez l'homme, on a une troisième dimension, on appelle le sens, qui nous permet de ne pas s'arrêter qu'à la matière, donc à la forme, ni pas seulement aux forces, donc les champs. Exemple, la conscience. Lorsque la biologie dit que la conscience est une corrélation, d'accord, de la plasticité du cerveau, ils ont aussi raison. Mais quand quelqu'un veut manger, c'est biologique. Le corps veut manger, c'est biologique. Mais ce que tu dois manger, ce n'est pas biologique. Exemple, l'envie de manger le poisson grillé avec du sel, ça, c'est plus biologique. La biologie veut que tu manges pour la survie. On appelle ça conscience objective. Je fais quelque chose parce que mes cellules ont besoin de survivre. C'est la conscience animale. Elle est objective, mais elle n'explique pas l'expérience subjective. Exemple, pourquoi il faut que je mange les aigles? Oui, je peux avoir, d'accord, envie de danser tel type de musique. Ce genre de choix, de décision artistique, ce n'est pas au niveau de la matière, c'est au niveau du sens. C'est là pourquoi nous avons le principe de yin et de yang. On sait le bien et le mal parce que c'est le sens. Mais ce n'est pas, il n'y a aucune équation mathématique qui pourra dire ça c'est bien, ça c'est mauvais. Dans la science empirique, la science peut te décrire l'arme, mais elle ne pourra pas te dire si c'est bon de tuer avec ou pas. C'est une autre dimension de la réalité qu'on appelle le sens. C'est maintenant le sens qui donne le mot esprit. Quand on parle de l'esprit de la chose, on parle le sens de la chose. L'essence de la chose. Maintenant, au niveau du sens, c'est à partir de là que la notion du mariage a été bâtie. Parce que dans le sens, on sait une chose, tout est information. Parce que même avant l'énergie, on a de l'information. Maintenant, cette information-là, au niveau du sens, elle fonctionne sous forme de différence accordée. Rien ne doit être pareil. Le fait que tu grandis, c'est parce que tu varies dans le temps par rapport à toi-même pour se différencier par rapport à toi. Tu avais la position A, le système ne veut pas que tu restes A, il faut que tu varies en A+, en A++, ainsi de suite. Donc, au commencement, quand l'univers était pareil, il va y avoir une brisée de symétrie, on aura donc un minima d'informations. Donc, on aura A différent de B. Maintenant, le système veut que tout doit toujours être différencié. Ce qui signifie que toi, si tu vas voir deux entreprises, ils vendent la même chose, ils vont être des rivaux. Parce que le système veut la différence.
Pour mieux se mélanger, il faut que tu sois différent de moi. Dès que tu es pareil à moi, il y aura opposition, il y aura rivalité. Des électrons, c'est pareil. Les charges positives et négatives, c'est ça qui crée de l'électricité. Mais ceux qui sont pareils, qu'est-ce que ça fait? Ça se repousse. Pourquoi l'homme ne doit pas manger l'homme? C'est la même chose. Parce qu'un être humain et moi, on est pareil. Le manger, je ne mange pas de différence. En fait, je mange du pareil. Le système ne veut pas. Pourquoi je ne peux pas épouser ma soeur? Parce qu'on a un lien de pareil. Pour que le système fonctionne, il faut la différence. Donc, je dois chercher une femme qui n'a pas de lien du sang que moi. C'est aussi pareil entre le genre sexuel. Je ne peux pas coucher avec un homme, pas parce que Dieu interdit, c'est parce qu'il est pareil que moi et le système veut la différence. Maintenant, le mariage lui-même est basé dans la différence. Donc, pour que je puisse croître, il me faut que je m'unis avec ce qui est différent de moi, bien évidemment, la femme. Donc, quand la femme, je la choisis, je choisis une différence. Et là, je vais en profiter pour dire que le premier choix même de choix de la femme, c'est pas parce qu'on se correspond, non, c'est parce qu'on est différent. Maintenant, pour réussir donc le mariage, il faut que nos différences s'accordent. D'où on dit les relations au commencement, ce sont des tentations. Il faut être véridique parce que je dois comprendre en quoi tu es différent de moi et de comment on peut horloger, équilibrer la différence qui nous partage, enfin qu'on peut trouver un accord. C'est à partir de là qu'on se marie. Et lorsque la différence de l'homme et de la femme s'accorde, le destin de l'homme s'active. Parce que l'électricité ne peut pas venir s'il n'y a pas de différence accordée entre la charge négative et la charge positive. Est-ce que la femme, elle est complète dans ce cas? Il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'énergie, la charge potentielle. OK? Ça veut dire que la femme, quand elle vient, elle est chargée d'une énergie potentielle, mais elle est privée du natif. Exemple, elle peut porter, OK, mais elle ne donne pas la sémence. Il y a une complémentarité. Pourquoi? Parce que ce que la femme détient, ce n'est pas le socle de la chose, mais c'est le moteur qui active la chose. Donc, ce n'est pas qu'elle est équipée en compétitive. Non, elle est équipée en ce qu'on appelle l'énergie potentielle capable de déclencher des actions. Viens avec le peu que tu as. Tu viens avec une maison, la femme le transforme en un foyer. Tu vois? Donc, elle a le pouvoir de transformer ce qui entre en elle et ce qu'elle saisit. Mais ce n'est pas qu'elle est complète, non. Elle a juste la capacité de booster une énergie. Maintenant, elle n'a pas cette énergie-là en elle-même par défaut. C'est comme ça que le système a fait. L'homme est né avec la chose, mais incapable de développer lui-même. La femme est née avec la capacité de pouvoir booster, mais ne possédant rien à booster. Il y a une question du coup qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous pensez que la femme doit être une femme, doit être soumise? Est-ce que l'incomplétude de l'homme justifie le fait qu'on demande à une femme d'être soumise C'est un mot pour négatif, le mot compenser? soumission. C'est un mot négatif, le mot soumission. La notion de soumission, c'est une notion de domination, en fait. On n'a pas besoin de soumettre l'autre parce que celui que tu dois soumettre, c'est toi. Nous, on est le Congo, les dompteurs de léopard. Le léopard a dompté, c'est ton propre caractère. La femme est une coéquipière. Donc, on ne la soumet pas. On se comprend, on équilibre. Vous voyez, lorsqu'on parle de complémentarité, on ne parle pas qui est au-dessus, qui est en bas. On dit qui doit faire quoi. Exemple, dans le mariage, la femme, elle élève les enfants, ok, mais elle n'éduque pas. La complémentarité veut que l'homme éduque, mais la femme élève. Vous voyez ça bien? C'est une complémentarité, vous voyez? Donc, l'homme a des activités qui sont liées à l'homme, la femme a des activités qui sont liées à la femme. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand, il y a par contre une complémentarité. Pourquoi se soumettre? C'est l'esclavagiste? Parce que nous sommes dans un champ de maïs, on va dire, toi, soumettre, descends. Non, non, non. Les femmes sont des reines. Moi, dans mes initiations, je croisais peu d'esprits masculins. La majorité des entités qui gardent le pouvoir, mais ce sont les femmes. Vous voyez? Donc, s'il faut soumettre les gens, nous, les hommes, on va le perdre. Parce que le pouvoir mystique n'est pas entre les mains des hommes, c'est entre les mains des femmes. Ça veut dire que l'homme, on le met à l'extérieur, ok, pour faire du bruit, mais le conseil est à l'intérieur, à la maison, chez la femme. Donc, la femme veut dire quelque chose, d'exemple, dans une cour, elle va dire ça à son mari. C'est-à-dire qu'elle est chef de maison au foyer. L'homme n'a aucun pouvoir au foyer, c'est la femme qui a le chef de maison et de foyer. C'est elle qui décide qui entre à la maison, qui ne rentrera pas. L'homme est chef de l'extérieur. Fait que dès qu'on sort de la maison, l'homme est chef. À partir de là, la femme ne parle plus. Elle t'attend à la maison. Quand tu veux dans la maison, la cuisine là, c'est pour elle. La chambre là, c'est pour elle. Même quand vous faites l'amour, celui qui rentre dans le monde de l'autre, c'est l'homme. Donc, l'homme est vulnérable parce que le sexe de la femme est caché à l'intérieur. Pendant les rapports sexuels, l'homme sort de sa demeure, il rentre dans les parois féminines. Donc,
La femme a le pouvoir de faire de lui ce qu'il veut, surtout après éjaculation. Donc, dans la maison, la femme, elle est dangereuse, elle est chef de la maison, mais à l'extérieur, avec l'homme est chef. Cette complémentarité doit revenir à l'équilibre. Il n'y a pas de domination, il y a tout simplement un jeu de rôle. Merci maître. Je comprends à ma première question que la première, plus grande erreur que nous faisons dans la relation à l'autre, c'est de ne pas savoir pourquoi. C'est parce qu'on a perdu du coup la grande science de la relation de l'union en fait. C'est ce que je comprends. Et est-ce que on peut distinguer l'amour, comment distinguer quand on rencontre une personne l'amour d'une simple attirance physique? Est-ce que ça a de l'importance? Oui, il faut savoir qu'on ne se marie pas par l'amour. Hein. L'amour est une maladie. Ouais. Tu vois, quand on entend le mot sentiment signifie un sens momentané ou bien un sens qui ment. OK? Ça veut dire que c'est momentané, ce n'est pas éternel. Voilà pourquoi les gens qui se marient par sentiment, ils finissent par se retrouver à se détester. Tout ce qu'ils ont en commun, c'est des loyers en commun, c'est des crédits qu'ils ont plus en commun. Vous voyez, ils deviennent chat et souris. Sentiment, sensation qui ment, sens momentané. C'est pas ça qui bâtit l'histoire. Au fait, il faut savoir que c'est pas l'amour que les gens sont chrétiens, l'amour qu'ils ont de Jésus. Hein. C'est pas l'amour que les gens sont musulmans, l'amour qu'ils ont de l'islam. C'est pas l'amour que j'ai pour mon enfant que si commun inclus, je vais le protéger. Tu vois, l'amour détruit l'humanité. À chaque fois qu'on agit par l'amour, on est égoïste. Ok, on se protège, on n'est pas juste. Le mariage n'est pas bâti sur je t'aime, ça c'est pas important. Le mariage est bâti sur qu'est-ce qu'il faut. Vous voyez, c'est un besoin. Le besoin premier, se multiplier d'abord. Le deuxième, secondaire, se compléter. Donc, je ne dois pas aimer, je dois respecter la vie. Ça veut dire ceci. Quelle est la différence entre la crainte et la peur? La crainte, c'est si je prends ce téléphone, je le brise, je peux le réparer. Mais si je prends ton cœur, je le brise, je ne peux pas le réparer. La crainte, c'est le respect qu'on accorde à ceux dont on n'a pas la capacité de recréer. OK? Donc, j'ai un respect parce que c'est merveilleux. Vous êtes merveilleuse, votre existence est merveilleuse. Je suis incapable de te recréer. Donc, si tu décèdes, je ne peux pas te reconstruire. Tu es tellement spécial, donc je t'accorde le respect. Je crains de toi, je n'ai pas peur de toi. Vous voyez, ça vient. Maintenant, une histoire de mariage, quand elle est battue par la crainte, ça veut dire que non, la personne est tellement importante, pas parce que je t'aime, parce que ton histoire est spéciale. Ta personne est spéciale. Ton existence elle-même, elle est spéciale. Donc, je crains de perdre ce prototype, d'accord, dans mon espace de vie, dans mon espace de temps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc accorder le respect à la chose. Ouais, le respect, il y a la crainte, le mariage persiste et ça va perdurer. Mais quand il y a l'amour, il y a les sentiments, on finit par se détester après. Qu'est-ce que l'amour provoque dans le mariage? Ça provoque la jalousie, ça provoque l'ego. La jalousie elle-même, déjà, c'est un sentiment ridicule parce que jalouser sa femme signifie qu'elle n'est pas pour toi. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le mal n'est pas une prison. Dès qu'il n'y a plus confiance, il y a méfiance, ça crée ce qu'on appelle la toxicité. On ne peut pas être dans une relation de mariage et puis on se méfie les uns des autres. Le mariage doit être dans un état où la confiance découle de la vigilance. Vous voyez ça bien? Ça crée un champ sain. Donc, je ne peux pas être jaloux. Si je suis jaloux, c'est parce que je suis amoureux. Mais si je ne suis pas amoureux, mais je le respecte, j'ai la crainte, nous on dit à l'acquéra, à partir de là, on peut dire on peut se marier. Et là, j'aimerais faire donc une grande précision sur à quel moment on dit le moment que je peux me marier. C'est de savoir qui je choisis dans le mariage et pourquoi je peux choisir. On ne marie pas un individu. Chez nous, on dit si je suis ce que nous sommes. Donc, on ne drague pas. Je ne viendrai pas vous voir, David vous draguer, ça n'existe pas. Ce que je dois faire, c'est que je dois savoir que vous épousez signifie épouser votre système, votre famille. Dans les remarques chez les Africains, quand on traite un malade, on fait asseoir dans l'arbre des palabres la famille pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Les Européens, eux, ils traitent le symptôme, nous, on traite le système. Ça veut dire qu'un poisson qui était dans de l'eau polluée, on le sort, on le soigne, on le remet encore dans de l'eau polluée, le poisson sera encore malade. Un enfant dans une famille est malade de quoi parce que papa et maman se sont chamaillés. Ça crée des fièvres. Le gaga, quand il viendra, il ne traitera pas la pathologie de l'enfant, il traitera la cause. Parce que c'est qu'on est dans un système partagé.
Si je suis, c'est que nous sommes. Donc, une femme n'est pas d'abord une femme, elle est un élément dans un système. Elle appartient à une communauté, à une race, à une ethnie, à une famille. L'épouser, c'est épouser toute une histoire, épouser toute une famille, tout un système. Donc, je drague une famille. C'est pour ça que dans les mariages africains, c'est la famille qui doit demander la main. Parce qu'au fait, si une femme décide d'épouser une famille sans un consentement légal des deux familles, et si la famille était en guerre, prenons le cas que je suis un sorcier négatif, je veux faire du mal à Daddy. Vous voyez, maintenant, pour que j'atteigne Daddy, il faut un pantin. Donc, je peux draguer sa sœur. Je peux chercher à sortir avec elle. Si je sors avec sa sœur, il y aura un pantin entre ma famille et puis sa famille, et je peux le localiser. Donc, un mariage peut détruire toute une famille. Ça peut détruire tout un système. Donc, ce n'est pas une décision individuelle. Oh, moi, je t'aime, machin, machin, nous à moi. Non, 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 non. C'est une décision de famille. Tu ne maries pas qui tu veux. Tu maries ce qu'il faut, en fait. Et donc, moi, l'homme, je vais choisir une famille. Dans la psychologie ou bien dans l'épigénétique, la science l'a prouvé, c'est que des enfants ne peuvent pas hériter les traumas des aïeux. Donc, ce qui signifie qu'un enfant qui a grandi dans une famille toxique, exemple, papa tapait maman, ou bien maman et papa n'ont pas été mariés, elle a grandi sans autorité de papa, cette femme-là va subir des fois des séquelles de rébellion, de frustration, et il faut une grande thérapie pour deux fois la gérer. Vous voyez ça bien? Une famille qui est pleine de violence, si tu y entres, tu hérites la même violence. Donc, le choix du partenaire commence par le choix de la famille. D'abord, quelle famille où tu veux entrer pour faire l'alliance? Et après le choix de famille, il y a un deuxième choix, c'est le choix du destin de la femme en question. Qu'est-ce qu'elle a fait avant toi? Qui sont ses ex? Qui sont ses copains? Pourquoi elle a arrêté avec eux? Il est important de se responsabiliser. L'erreur que nous faisons nous tous, c'est que nous prenons des partenaires sans étudier leur passé. On se dit, on s'en fout. Le monsieur va te dire que mon ex c'était bizarre, mais est-ce que tu as vérifié? La dame va te dire que oh, mon ex c'était bizarre, est-ce que tu as vérifié? Habituellement, les ressortissants du couple aiment toujours dire que le partenaire était négatif. Vous voyez? Moi, le conseil que je donne à chacun de vous, c'est de faire l'enquête, aller me retrouver les ex de vos partenaires, lui demander un peu, dis-moi, comment était le type là? Comment était la fille là? Il faut savoir que si moi, ok, j'avais une ex, d'accord, et on n'est plus ensemble, ça crée un lien entre elle et moi, et puis on n'est plus ensemble. Mais quand mon ex ne s'arrête pas là, elle va épouser un autre homme, ok? C'est un réseau social qui s'est créé. Ça veut dire que moi, qui étais lié avec elle, notre système va s'allonger parce qu'elle a pris un autre copain. Vous voyez, le copain qu'elle a pris là avait aussi une autre copine. Vous voyez, ça vient. Donc, ça fait un réseau d'informations. Moi, je ne m'arrête pas là. Je vais aussi épouser une telle. OK? Quand je vais épouser une telle, le réseau ne fait que s'amplifier. En vérité, on entre dans une histoire d'amour, surtout quand il n'y a pas la virginité, tu entres dans un système karmique. Donc, choisir une femme, d'abord choisir son passé. Est-ce que son passé te plaît? Il faut le connaître. Au-delà de son passé, il faut choisir sa famille. Est-ce que sa famille te plaît? Tu ne fais pas ça, tu vas l'épouser un problème gratuitement. Alors, est-ce qu'il y a une notion de karma? Est-ce qu'on met les karmas ensemble quand on se met ensemble? Et dans une relation où il y a des chaînes comme ça, est-ce qu'il est possible est-ce qu'il y a des rituels pour se nettoyer et se régénérer ou redevenir neuf? Oui, parce qu'il faut dire que la femme, elle porte la mémoire. Dans sa paroi génitale, il y a de l'eau. L'eau porte la mémoire. Et tout ce qui rentre dans la femme se mémorise. Pendant le cas, en biologie, après un rapport sexuel, le spermatozoïde de l'homme, ça fait 5 jours chez la femme. Donc, tu peux tomber enceinte d'une grossesse, c'est-à-dire de ton ex. Ça veut dire que si tu avais 2 copains et que tu as eu une relation sexuelle avant l'ovulation, OK, et tu te dis que, ben, moi, l'ovulation me donne en 5 jours. Le problème, c'est que le spermatozoïde de l'homme peut persister pendant 5 jours. Et le 5e jour, quand le vulve va arriver, il va trouver le vieillard, là, il est là, il n'était pas mort, il a survécu. Baf, fécondation, grossesse, on se dit que ah, c'est le gars qui a couché avec moi pendant l'ovulation qui est le père, mais deux fois, c'est l'ancien couché avec toi avant l'ovulation, 5 jours avant l'ovulation. Donc, le sexe de la femme préserve et le garde. Maintenant, en métaphysique, ce qui fait 5 jours, okay, au niveau de la chair, ça fait 5 ans au niveau de l'âme et ça fait 50 au niveau de l'esprit. Ça veut dire que l'homme qui a couché avec toi, son destin, d'accord,
Parce que l'esprit, ok, lui, il porte le destin. Donc, son âme porte le karma. Son karma va faire 5 ans chez toi. Tu comprends? Parce que quand un homme éjacule, dans la portion du spermatozoïde, il y a ce qu'on appelle l'imasotome. C'est de l'information génico-mystique. Ce n'est pas de l'information physique, de l'information mystique. Ça transporte le trauma, le karma, les colères, les frustrations. D'où on dit deux fois, l'homme avec qui tu couches, tu deviens comme lui. Il y a des hommes, quand ils te touchent, tu deviens vilain. Donc ça va être grosse, le ventre te gonfle, tu as mal au ventre parce que voilà, c'est son sperme qui est totalement comme ça, la charge virale de son sperme. Donc, un rapport sexuel, c'est un dépôt de la matière étrangère en toi. Donc, quand un homme éjacule en toi, il a fait un dépôt d'un corps étranger. Maintenant, comme j'ai dit que toute réalité a 3 dimensions, la forme, la force et le sens. Ça veut dire qu'il a déposé la forme, donc le spermatozoïde visible, il a déposé la force, d'accord, le karma, il a déposé le sens. Donc, il est normal pourquoi des femmes qui ont un gros body count, qui ont eu une grande histoire de sexe, qui n'ont pas pratiqué les rituels de divorce, se retrouvent dans la frustration. Ils voient dans le nouveau partenaire, l'ancien partenaire, et deux fois, vivre avec elle, c'est quand tu vivras avec eux. Donc, tu te rends compte que son ex est là, c'est Mike qui est là, c'est le elle, c'est John qui est là, c'est Antoine qui est là. Vous voyez ça bien? Parce qu'elle a porté dans sa matrice la mémoire de son ex, ok? Elle va le porter pendant 5 ans et son destin pendant 50 ans. Ce n'est pas l'éloignement qui met fin à une relation qui a commencé par le sexe. Il faudra le briser par un rituel qu'on applique de fois avec le sang menstruel. Il faut savoir divorcer. Regardez, les hommes sont territoriaux. Ça veut dire ceci que quand un homme marche avec une femme, nous les hommes, tout le monde est là, les hommes sont ensemble de fois que la femme est déjà occupée. Un homme ne fait jamais d'une femme occupée son combat. Mais une femme peut faire d'un homme occupé son combat. Elle s'en fout, ils sont mariés ou pas. Plus il est marié, plus il est responsable, plus il est séduit. Je suis Nganga. Je reçois peu des hommes qui me disent que travaille la femme là pour moi. Mais je reçois à chaque fois des femmes qui me disent je veux un travail spirituel parce que je veux l'homme là, etc., etc. Je peux vous dire, si je dois compter, j'avais reçu que 2 hommes, ok, qui sont venus me voir une fois pour faire un travail et ça m'avait énervé. Parce qu'ils voulaient rendre ta femme folle. Voyez. Maintenant, les femmes, tout le temps, c'est elles qui cherchent les voyances, c'est elles qui me les gangas, comment on travaille. Donc, vous voyez. Et je peux vous dire qu'elles demandent des hommes mariés. Hein. Elle ne demande pas les hommes qui sont seuls, elle demande des hommes qui sont mariés, elles s'en fout qu'ils sont mariés. Elle fait de l'homme marié son combat. Chez l'homme, aucun homme sérieux ne fera d'un homme une femme qui fait ses enfants tranquillement, ok, son combat. Aucun ne va le faire. Donc, nous, on est territorial. Maintenant, je vous explique un secret. Quand un homme voit une femme accompagnée, il ne va jamais s'hasarder à les draguer. Ce n'est pas parce qu'il a peur qu'il a le respect d'un masculin comme lui. Si un homme drague une femme mariée, ce n'est pas égoïsme de vouloir éverser l'homme en question. C'est quand ils ont des points personnels, hein, il veut montrer sa domination sur l'autre homme. Donc, pour sa mission, c'est de coucher avec sa femme et puis pour montrer sa notoriété. Mais en vérité, un homme ne fait pas ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le subconscient de l'homme, il peut sentir, ok, il peut sentir une femme qui est déjà liée, même si physiquement tu n'es plus lié. Dans notre subconscient, on le sent. Dans le subconscient, on le sent. Ça veut dire que quand tu as un téléphone, tu as des applications que tu n'utilises plus, mais tout le temps tu les gardes, ça crée la mémoire saturée. Donc l'homme détecte un réseau occupé dans son subconscient. Il ne comprend pas pourquoi. Il n'arrive pas à avoir des projets sérieux avec cette femme-là. Et pourtant, la femme, elle est seule. Elle n'est pas mariée, mais c'est ses fils. Mais elle a eu des rapports sexuels qu'elle n'a jamais brisés. Donc, les mémoires karmiques, d'accord, l'imasotome des excès à l'intérieur, ça crée la saturation énergétique et mentale de la femme. Ça crée des problèmes de troubles de ventre, des problèmes de myomes. C'est à l'origine de cela. Des règles douloureuses, des perturbations de ventre. Parce qu'à l'intérieur de son ventre, on a Mike, on a Jordan, on a Antoine qui se battent. Et tandis que les hommes sont territoriaux, la mémoire spermatozoïde de chaque homme à l'intérieur d'elle, dans le tas du destin, chacun veut s'imposer et elle subit les conséquences d'un coma qu'elle ne comprend pas parce qu'elle avait quitté Antoine
sont divorcées, elle a pris la relation avec Mike, sont divorcées, elle a pris maintenant John, sont divorcées, John, Mike et Anton se battent à l'intérieur de son ventre. Elle a maintenant des troubles du ventre, elle a des problèmes maintenant des myomes, elle a des problèmes des kystes, ce sont des énergies qui se battent. La femme, avant d'aller dans une nouvelle relation, il faut qu'elle mette fin à la première relation, non pas seulement par l'éloignement, par le brisure de liens éthériques. Ça, c'est très important pour évoluer. À partir de là, elle est réinitialisée. Un homme venant vers elle va sentir un dossier vide qui n'appartient à personne et le mal devient facile. Est-ce que par cette histoire de Maungu qui s'est séparé, on peut dire que il y a un partenaire qui nous est destiné dans la vie? Est-ce que la notion de flamme jumelle vous parle? Ça existe à Oui, oui. un sens en Afrique. Oui. Ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, nous avons de mélange des concepts européens, asiatiques, qu'on amène dans les concepts physiques, mystiques africains. Âme jumelle, chakra racine. Il faudra qu'on puisse faire le ménage rapidement là-dessus. Regardez, le destin, c'est quoi? Parce qu'il faut savoir quelle est la femme qui m'est destinée. OK? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les autres maintenant disent que Dieu m'a dit, les esprits m'ont dit, si tu es ma femme, c'est des mensonges. J'ai écrit une chanson qui dit, l'amour n'est pas un jeu d'équipe. L'amour n'est pas un jeu d'équipe. En amour, on ne prend pas de conseils. On peut aimer n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Les dieux ont le contrôle sur moi, pas le contrôle de mon cœur. Mon cœur appartient à une femme qui me fait rêver folie. L'histoire du mariage là, aucun dieu, aucun esprit, aucun ancêtre ne peut contrôler ça. Le cœur de la femme, c'est le mystère métaphysique le plus difficile à résoudre. Si quelqu'un m'a dit qu'il a compris la femme, donc il n'a rien compris. C'est-à-dire que même un Dieu, qui qu'il soit, il s'incarne, il ne comprendra jamais la femme. La femme, c'est la preuve la plus ultime de la maturité d'un homme. Si tu penses être mature là, sois capable de trouver une femme et puis gérer. Tu comprends? La femme éprouve la patience de l'homme. Elle peut te pousser à bout, elle te pousse à bout. Tu en as quoi? Tu n'es même personne. Elle t'attaque la première. Mais ta force, ce n'est pas ta force. Ta force, c'est comment tu peux supporter, gérer ça. Donc, c'est une épreuve de maturité, de retenue. Celui qui ne peut pas gérer une femme, il ne peut pas gérer un royaume, ni un peuple. Donc, devant la femme, quand elle vient à toi, elle va éprouver ta maturité. Maintenant, quand l'homme n'a pas encore atteint la maturité qu'il faut, ça crée de la violence, okay, de la brutalité. Alors, la femme, on la brutalise pas. Elle a été conçue pour ça. Donc, quand elle vient, elle éprouve ta maturité. Toi, tu dois montrer que tu es un mâle. Maintenant, quand on comprend maintenant cela, on comprend que Dieu m'a dit que ma femme, c'est des mensonges. L'ancêtre, il m'a dit que ma femme, c'est des mensonges. Ça n'existe pas. Mon frère, pas les choisir. Il peut les draguer. La fille qui plaît, prends ton courage, va, drague. Dis, fais des poèmes, fais des plans. Il faut conquérir la femme. Le jeu, c'est la conquête. C'est trop facile que les dieux te disent que c'est ta femme. Non, 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 non. Le jeu, c'est la conquête. Mais un scénario en jeu, elle fait les manières, demain, elle va peut-être accepter. Maintenant, le destin, c'est quoi par définition? Le destin, c'est un champ de probabilité, d'accord, initialisé dans ce qu'on appelle un état natif. Ça veut dire que un destin, ce n'est pas unique. Nous allons voir le destin en prenant 3 chiffres. Si nous prenons 3 chiffres, 1, 2, 3, ok, on peut parler du destin sur les combinaisons aléatoires de chiffres. Ça veut dire qu'à partir de 1, 2, 3, on peut créer 12, on peut créer 13, on peut créer 31, on peut créer 32. Vous voyez? Maintenant, le destin, c'est quoi? C'est le nombre de combinaisons possibles qui peut sortir dans un enclos, d'accord, epsilon 1, 2, 3. Donc, on peut dire qu'à partir de 1, 2, 3, on peut créer 12, on peut créer 13, on peut créer 31, on peut créer 32, on peut créer 45, on peut créer 56. Ça veut dire que ton destin, c'est quoi? Ton destin, c'est un ensemble de probabilités initialisées par rapport à ce que tu es né avec. Il n'y a pas un destin unique. Il n'y a pas une trajectoire unique. Il n'y a pas de meilleure femme. Il n'y a pas de meilleur mari. Personne n'est irremplaçable. La même manière que ton ex t'a quitté là, il était bien là. Tu peux trouver encore un autre qui sera toujours bien.
Ça veut dire que le système du cosmos ne peut pas s'épuiser, ok, à générer des choses qui sont merveilleuses. Donc, dire à quelqu'un que non, c'était ta seule chance, c'était jamais. Aussi longtemps que tu n'es pas mort, ok, aussi longtemps que tu respires, hein, tu peux toujours trouver mieux ou bien meilleur. Donc, un destin, c'est un champ de probabilité. Vous voyez, non? Tu peux trouver un homme A, un homme B, un homme C, un homme X, et tous ces hommes sont compatibles à toi. Tu peux se trouver une femme X, Z, tous sont compatibles à toi. La question est le dénombrement. C'est que deux fois ton champ de stockage est fini. Tu as déjà tué X, tu as tué déjà Z, tu as tué Mike, tu as tué Y, peut-être il reste que 3, 4. Peut-être l'homme qui te drague là, peut-être c'est le dernier dans ton champ, mais ce n'est pas unique. Hein? Ce n'est pas unique. Tu peux avoir 2, 3, 4, 5 sur ta trajectoire de vie. Le destin, c'est un champ de probabilité. Et notre probabilité, elle est grande. Est-ce que ça veut dire que la notion de virginité pour entrer dans un mariage, c'est un faux problème? Ça, c'est un vrai problème. Un vrai problème. Parce que là, il faut maintenant définir mariage, mariage, mariage et mariage. OK? On compte plusieurs types de mariage. On a le mariage qu'on appelle le mariage de vœux. Je veux commencer par le premier mariage. Le mariage qu'on appelle le mariage de fiançailles. C'est le mariage qu'on fait avec une jeune fille nubile. Maintenant, la jeune fille nubile, elle appartient à une famille. Exemple, vous avez une fille qui a 15 ans, ok, 14 ans, 13 ans, elle est nubile. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas droit à pratiquer des relations sexuelles, etc. Maintenant, votre famille et ma famille peuvent avoir un contrat, exemple du royaume, en disant qu'on avait conquis la terre ensemble, mais il faut que la reine vienne de telle famille. Donc, moi, je peux dire que mon fils va épouser votre fils. Ça, c'est l'un des cas des arrangements du royaume. Mais il peut aussi avoir des arrangements des sociétés, de l'argent. L'entreprise, on ne veut pas que le pouvoir va ailleurs. Il faut que, ouais, ça existe. Il y a des arrangements aussi métaphysiques, la sorcellerie, des pactes mystiques, etc. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle l'arrangement normal. Votre fille, d'accord, je vais épouser chez vous, mais votre fille que vous avez n'a que 15 ans. Donc, je ne peux pas l'amener chez moi. Je vais donc venir faire des cococos pour faire des fiançailles. Les fiançailles, on ne peut pas ça à une maman qui a 45 ans, 50 ans. Non. On fait les fiançailles. Les fiançailles, c'est parce que la jeune fille n'a pas encore le droit libre de sortir des sigils, d'aller avoir des relations sexuelles. Donc, on ne peut que la fiancer, donc la réserver. Je vais faire cococo, famille une telle, votre fille m'intéresse, mais comme elle est encore mineure, et c'est ça, nous, on est venu maintenant, Kangalo Pango, donc clôturer la parcelle. OK, on a amené des présents, machin, machin, mais puisqu'elle a 15 ans, donc elle sera peut-être près dans 5 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans. On va revenir dans 5 ans pour la prendre. Pendant ce temps, la famille de la fille, ils vont garder la fille, la nourrir, l'élever, etc. Et veiller qu'il n'y a pas un petit du quartier qui va gaspiller sa fierté. Maintenant, 5 ans arrivent, nous, on revient la prendre. Bien évidemment, on va nous faire des amendes, autrement la dot. On va nous dire, écoutez, pendant les 5 ans-là, nous, on a gardé la fille, ok, voici, nourrir, faire ça, maladie, fièvre, c'était ça qui faisait de pourparler. Et pendant ce temps, on m'a dit, maintenant, la dot, c'est combien? Et la preuve que vous avez bien gardé, c'est la virginité. Oui. Donc, la dot appartenait à un mariage dit nubile, par fiançailles, parce que la fille était jeune et après, elle a été conservée vierge. On n'est d'autre qu'une femme qui est vierge. Ça ne veut pas dire que les autres sont gaspillés. Non. C'était un autre type de mariage. Donc, dès qu'on a compris ce mariage par nubile, on a maintenant le mariage qu'on appelle le mariage par concubinage. OK? Ça, c'est quel type de mariage? Ça, c'est le mariage d'une femme qui a été, ça veut dire que qui a vécu des relations sexuelles, ok, donc elle n'a pas gardé sa virginité, c'est ça, mais qui gagne quand même au-delà, d'accord, de l'absence de virginité, des comportements, un caractère, un privilège, un cerveau, des actes qui sont grandioses. Vous voyez, cette femme-là, on ne l'épouse pas par dot, on l'épouse par présent. Vous voyez, ça veut dire que la famille négresse, ce n'est pas une liste, ok, mais tu ne peux pas la prendre les mêmes vides comme ça, non. Quand tu viens l'épouser, tu venais avec les présents selon l'estime que tu as pour elle. Les présents que tu vas mener va permettre à la femme et à la famille d'évaluer aussi comment tu l'évalues. Donc, c'est un message que tu envoies, en fait. Donc,
Une femme que j'accorde beaucoup de respect, etc. Je veux me la pousser, je vais envoyer des bœufs, je vais envoyer des trucs. Hein, c'est du théâtre, hein, un peu artistique dans nos cultures, mais ce n'est pas l'argent que j'envoie qui est le message. Le message, c'est la valeur que je t'accorde qui est définie par des éléments que je vais envoyer comme cadeau proportionnel à ma réalité économique. OK? Ça veut dire qu'on ne regarde pas seulement est-ce que c'est 2 millions qu'il envoie 5 millions, on regarde qu'est-ce qu'il a par rapport à ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a donné. Donc, ce qu'il donne est proportionnel à sa propriété. Ça nous permet d'évaluer, dire, ah chérie, tu n'avais pas grand, mais tu as fait le peu que tu pouvais faire. Ça, c'est le mariage, d'accord, par concubinage. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dot, il y a des crédits. Troisième type de mariage, c'est le mariage dit veuvage. OK? Ça, c'est le mariage transcendantal. Ça veut dire ceci. Moi, j'épouse une femme, mais je n'ai pas des enfants avec elle parce que, exemple, je suis stérile. Maintenant, je décède. Cette femme veuve, il faut qu'un de mes frères, cousins, neveux, le plus proche, puisse l'épouser, lui donner les enfants, afin de pérenniser mon ordre. OK? C'était le mariage par veuvage, ou bien transcendantal. Kimbangu lui-même avait épousé la femme de son. Donc, ça, c'est le mariage par veuvage. OK? On te donne la veuve, habituellement, c'est un parent. Ce mariage a été initialisé chez nous pour plusieurs raisons aussi. Hein. L'autre raison était qu'une femme veuve se retrouve vulnérable. Elle a perdu le mari et deux fois dans un univers où la virginité était sacrée. Vous voyez? Donc, une femme veuve, le mari est mort tôt, exemple. Elle a à peine 30 ans. Il est mort trop tôt. Donc, elle va rester comme ça. OK? Parce qu'elle n'est plus vierge. Donc, au lieu d'exposer sa vie, la famille qu'il avait épousée, d'accord, avait le devoir de lui donner, d'accord, un autre homme pour la sécuriser. C'était fait pour cela. Mais c'est le mariage transcendantal par veuvage. Et le quatrième type de mariage, OK, c'est ça qu'on appelle au fait aujourd'hui des tisa. Hein, c'est ça. Ça, ce sont des épouses, on les donnait à un homme pour résoudre des problèmes de la femme du foyer. C'est ce qu'on appelle au fait la légalogamie. C'est-à-dire que légalogamie, c'est la femme ne concevait pas, etc. Elle pouvait dire, prends ma servante, prends exemple un tel pour faire des enfants, mais cette femme-là n'était pas une femme officielle du mariage, mais elle était l'aide, ça existait. C'était les femmes dehors, mais c'était permis, mais c'est la femme du foyer qui les choisissait afin de résoudre ces problèmes. Donc aujourd'hui, l'erreur que nous faisons, c'est que nous pensons que tout le monde peut se marier pour la dot, il faut pipon, etc. Il faut pas les cococos, non. Il faut savoir, on épouse une femme âgée, tu dois faire des mariages au niveau de présent. Une femme mineure, c'est le mariage par dot. Prenons une question. Imaginons qu'on va doter tout le monde. La dot, c'est un événement live, un événement spécial, qui ne se fait pas deux fois. Prenons le cas, j'épouse une telle. Je l'ai dotée en 2025. On divorce en 2030. Et puis, Dadi vient l'épouser encore en 2030. On va encore la doter en 2030. Et elle divorce encore. Donc, tous les jours, on va faire asseoir la famille parce que Antoinette, on doit la doter, tout le temps, on doit la doter. Vous voyez? Donc, la dot ne doit pas être répétitive. On ne peut pas doter une femme deux fois. On la dote une seule fois. Maintenant, pour te doter, il faut que tu sois vierge. Si tu n'es pas vierge, on ne peut pas te doter. L'importance de la virginité, elle est grande encore dans le mariage. Vous savez, une femme, si elle est dégagée et qu'elle n'a pas fait le rituel d'effacement des mémoires des ex, on a déjà expliqué la mémoire embarquée du destin décidé de là-bas, ça fait ceci. Ça met l'homme aussi en danger. Pourquoi? Un homme qui va coucher avec une femme, ok, tu ne rentres pas dans un monde seul. Tu entres dans une matrix. Elle n'est pas seule en elle. Il y a Jack dedans. Il y a Paul. Ouais, elle n'est pas seule. Donc, si le totem de Paul, ok, est contraire à ton totem à toi, tu peux te retrouver dans les conflits du destin que tu ne comprends même pas d'où ça vient. Voyez. Maintenant, la virginité, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle l'hymen chez la femme. Ça veut dire que l'autre côté de la barrière de l'hymen, il y a ce qu'on appelle l'activateur au moment du destin. Ça veut dire que quand tu vas faire l'amour avec une femme qui est dévergée, ok, pendant la dévergination, tu vas mettre ce qu'on appelle une empreinte de mémoire. Il n'y a aucun autre homme qui peut venir enlever ça, sauf si elle pratique un rituel de divorce. Ça veut dire ceci que tous les autres dragueurs, ils sont seulement des marcheurs.
Ils ne sont pas propriétaires de ton corps. Le premier homme qui t'a connu, on est sérieux quand même, c'est une expérience inoubliable pour une femme. Une femme qui est dégagée, elle ne va pas oublier l'homme qui l'a dégagé. C'est une expérience qui est inoubliable, ok? Surtout si elle a été violée, si c'était brutal, etc. C'est un événement à ne pas négliger. C'est un événement mémorial. Donc, les hommes qui viennent après là, ils sont un peu comme si tu avais construit un terrain qui ne t'appartenait pas. Parce que la femme dégagée, elle n'a pas désactivé la mémoire de ces ex-là. Donc, un tel type de mariage, on ne pourra pas l'activer parce que tu es polondrique. On ne sait même pas qui est ton mari. Est-ce que c'est Paul? Est-ce que c'est Jacques? Est-ce que c'est Mike à l'intérieur de toi? D'où on dit, la virginité, c'est bien. Maintenant, à quel moment une femme est vierge? Est-ce que je parle de la virginité physique seulement? Non. Il y a des femmes qui voient des gynécologues qui les touchent. OK? Voilà. Il y a des femmes qui font des rapports sexuels avec un homme, elle est toujours vierge. La virginité, ce n'est pas seulement la pénétration. La virginité, c'est l'orgasme, la jouissance. Tu peux faire l'amour avec une femme si elle n'a jamais joui, ni d'orgasme, elle est toujours vierge. C'est que, oui, elle est toujours vierge. Vous avez fait ce qu'on appelle un viol. Ça veut dire qu'un rapport sexuel mal fait peut être tout simplement un crime, un viol. D'accord? Pénétration de force. Il n'y a pas d'orgasme, il n'y a pas de jouissance. Parce que quand on dit déshabille ta femme, ce n'est pas seulement déshabiller ses habits. Il faut atteindre son âme, il faut atteindre son esprit. Donc, il y a des femmes qui sont dégagées physiquement, mais au niveau de l'âme, de l'esprit, elle est encore vierge. D'où j'ai dit qu'on les épouse encore avec des présents. Parce qu'on voyait qu'elle gardait encore de qualité, de fois encore mieux que ceux qui sont vierges. Ouais. Elle avait l'éducation, elle avait le comportement, elle a peut-être fait quelques erreurs, des hommes qui l'ont trompé, c'est ça, mais ça n'annulait pas son destin. Mais son âme n'a pas été dégagée. Son esprit n'a pas été dégagé. Les rapports sexuels qu'elle a eus, c'était que des expériences qu'on appelle de masturbation. C'est tout. Un homme qui fait des va-et-vient, tout ça là. Regardez, aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de femmes qui ne savent même pas ce qu'est l'orgasme, ce qu'est la jouissance. Oui. Ça veut dire que ces femmes-là n'ont jamais pratiqué le rapport sexuel. Ils ont fait du sexe, mais pas le rapport sexuel. Quand on parle de rapport sexuel, c'est appelle l'orgasme. Quand tu es dans l'orgasme, ok, l'âme s'ouvre. Donc l'âme du mari et de la femme peuvent fusionner. À partir de là, on peut pratiquer l'alchimie sexuelle. Ça veut dire qu'on avait des pommes d'argent, des pommes de santé. Si l'homme, la femme et l'homme atteignent l'orgasme ensemble, on peut faire des prières et des invocations. OK? Quand on parle du temple, le plus grand temple de chaque individu, c'est la chambre, le lit conjugal. Le lit conjugal, ce n'est pas seulement pour faire le sexe, c'est aussi pour créer des réalités des destins. C'est-à-dire que la plus grande prière, c'est ce qu'on fait pendant les rapports sexuels. Vous voyez ça bien? Et ça, il faut atteindre l'orgasme. Et là, on comprend déjà que quand j'ai une femme, ma femme et moi, notre but, ce n'est pas seulement faire des enfants. On peut aussi résoudre des problèmes difficiles par le sexe. Mais si on n'atteint pas l'orgasme, mon âme n'est pas sortie, ton âme n'est pas sortie. On ne fait pas des rapports sexuels, on a fait du sexe au niveau animal, au niveau du chimpanzé. Maintenant, ça, c'est la dimension de l'âme et des âmes. Mais il y a une autre dimension, on appelle la jouissance. C'est l'orgasme. C'est la jouissance. Quand vous appelez le niveau de l'esprit. Donc, l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme, fusion. Maou. À partir de là, c'est là où on dit que vous devenez des âmes sœurs. Beaucoup, ce ne sont que des étrangers en relation. C'est des mariages arrangés, pipon, papier, par-ci, par-là. Mais il n'y a aucune fusion maoungo entre les deux personnes-là. Eh bien, on va tout recommencer nos mariages. Hein. On va tous recommencer le mariage. On jette tout le monde maintenant. On jette tout, on recommence. Et quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui attire toujours des mauvaises relations, des relations toxiques en l'occurrence? Les relations toxiques que tu attires, c'est l'âge de ton âme. En fait, on attire ce qui nous correspond. Vous voyez? Donc, ce n'est pas, oui, ces gens-là, il faut te fouiller. Tu as changé des ex, tu as changé des hommes, est-ce que tu t'es changé toi? Tu vois? Tu as eu à changer des partenaires, mais il y a une seule personne qui n'a pas été changée, c'est toi, dans cette affaire-là. Donc, le problème ici, c'est toi. Prends une thérapie et puis essaie de voir un peu qu'est-ce qui est obscur en toi pour te changer. Il n'y a pas de prière à faire pour ça. C'est juste un problème comportemental. Il faut savoir une chose aussi qu'on appelle les âmes partagées. Au fait, ça veut dire que dans l'incarnation de plusieurs individus, il y a ce qu'on appelle le prix d'achat d'un corps humain. Le corps humain coûte cher dans l'incarnation. Oui, ça coûte la valeur et les vertus. Donc, il y a des personnes, quand ils sont dans le portail de l'incarnation, ils sont incapables d'avoir un corps humain, ils vont prendre le corps d'un chimpanzé dans les arts.
Je ne pas des fois à la maison, elle est là qui te regarde comme ça, tu es un nid, tu sens qu'il te guette, tu es un ancien humain. Tu sens que quelqu'un te surveille. Après, tu dis, ce n'est qu'un lézard. Tu vois, les lézard, non. Il y a eu une conscience humaine. Le gars, il se souvient quand il aimait les femmes, la vérité. Donc, le gars te guette, qui te regarde. Beaucoup des animaux domestiques, là, ce sont des fois des rétrogradations incarnatoires. Donc, pour s'incarner, tu dois avoir le prix d'achat d'un corps humain. Maintenant, si le prix d'achat n'est pas suffisant, tu peux t'incarner infirme. Il te manque une oreille, il te manque un bras, il te manque ça. C'est ça qui explique des infirmités. C'est tout simplement la compensation énergétique entre le corps que tu vas avoir et puis ce que tu détiens comme énergie n'est pas suffisant. Maintenant, ça fait que plusieurs personnes ont compris un système de l'incarnation. C'est même interdit récemment, là, dans le monde des mystiques, c'est interdit parce qu'ils font ce qu'on appelle des âmes partagées. Donc, moi, je n'ai pas assez d'argent pour acheter un corps humain. Toi, tu n'as pas assez, mon cœur, cotiser. OK? Et puis, sur Terre, on aura une âme partagée. Tu vois? Donc, quand je nais sur Terre, quand tu me vois là, je partage mon âme avec Daddy, avec au moins peut-être Néhémie Mukendi. Ça fait quoi? Néhémie Mukendi et moi, on partage la même âme, donc c'est comme la même voiture. Maintenant, Néhémie, lui, passe son temps à gaspiller là, mon question. OK? Il va faire les boucans, il revient, il amène l'âme abîmée. Ça explique pourquoi des fois tu as des malédictions, des problèmes que tu ne comprends pas, parce que ton colocataire d'âme, OK, il va faire certaines choses incompréhensibles, et toi tu te réveilles, mais je n'ai pas fait ça. Pourquoi j'ai tel problème? Pourquoi j'ai telle malédiction? Pourquoi je me peux détester? Mais ton colocataire, il commet beaucoup de bêtises. C'est ça qui explique pourquoi des fois tu peux descendre, tu retrouves en Chine. Mais non, c'est parce que tu as un colocataire qui est en Chine. Tu peux des règles incompréhensibles, mais ça n'a aucun sens. Je couche avec qui là? De fois, tu vois des maris, tu couches avec un homme, mais ce n'est pas ton homme. Mais des fois, c'est l'homme de ton colocataire. Donc, on me paye de la nuit, donc, ça explique la colocation. Vous êtes deux fois des colocataires avec des personnes qui ont partagé les âmes avec vous, mais ces personnes font des conneries et puis vous en payez les conséquences. Ça explique aussi pourquoi une personne a des relations toxiques, les mêmes événements arrivent, même s'il décide d'échanger, là, il ne faut pas qu'il change lui-même, il faut qu'il crée une isolation avec des partenaires d'âme, dont la colocation d'âme partagée. Ces gens de traitements-là, on en a, on le fait, mais après consultation. Est-ce qu'en résumé, on peut dire qu'un homme qui cherche sa femme doit penser à un projet de vie et une femme doit choisir le bon projet de vie? Un homme présente un projet et la femme doit regarder et choisir qui lui présente le bon projet. Tu as tout compris. D'où je dis que les pauvres ne doivent pas draguer. Un homme pauvre, qui n'a rien. Parce qu'aujourd'hui, pour draguer les femmes, sans parler de. Quand on drague une femme, OK? Bonjour, comment tu t'appelles? Tu m'appelles de quelle famille c'est important? OK? Voilà. Comment tu vois la vie dans 5 ans? OK? Ouais, voilà. Moi, je m'appelle Intel, voilà. Je suis hypothèque Tésolo. Il faut te présenter. On appelle le pitch. Tu te présentes. Je suis roi, je suis chef, je suis Intel, je suis travailleur, etc. Il faut présenter à la femme ce que tu es, ce que tu incarnes et ta vision du monde. Il faut la vendre comme un marketing. La vendre de ton destin. La femme ne doit pas choisir ton beau visage. OK? Elle doit choisir ton destin. Parce que elle va porter le karma des enfants, vous allez mettre au monde. Si vous mettez au monde de Hitler, elle est responsable de ce karma. Oui. Donc, si tu as un destin d'un connard, d'accord, d'un fouteur du bordel, etc., elle ne peut pas venir multiplier un tel destin. C'est ce qui explique pourquoi les femmes sont plus amoureuses de pas des stars, des gens qui sont de renommée, des leaders, ok, même si t'es bien comment. Ronaldo n'est pas beau, mais tu vas voir qu'il a beaucoup de femmes. La femme, elle est d'abord fan. C'est important. Elle est d'abord fan. Donc, si tu n'as rien de bon, ça veut dire que ta masculinité, ce n'est pas seulement sur ton monoïde, ok, corpulence, non. Ta masculinité est d'abord sur le destin que tu incarnes. C'est ça que la femme va voir. Elle va tomber amoureuse de ton destin, de ton existence. À partir de là, tomber amoureux signifie je veux multiplier cette réalité-là. C'est ce que ça veut dire. OK? Ça veut dire que, je vois Chaka Zulu, un bon de contre l'Africain, je veux créer plusieurs Chaka Zulu. Au fait, elle n'est pas amoureuse d'une manière ambiguë, je me montre, non. Elle est amoureuse, ça veut dire qu'elle ressent le besoin de dire le spécimen que tu représentes là est important pour notre humanité en tant que porteur d'accord de procréation. Je veux que cet individu se multiplie. C'est ça qui donne le désir sexuel de la femme envers un homme d'abord. C'est d'abord la multiplication d'un genre. Mais toi, tu es Hitler,
tu es je ne sais pas qui, et ce sera un destin bizarre. La femme va faire voilà. C'est là où on a perdu la notion du destin. On choisit les hommes parce qu'il est parti faire la musculature, il sort avec les abdos. Oh, il est beau, il est mignon. Mais non, c'était pas ça les femmes ailleurs. Les femmes à l'époque, elles étaient initiées pour voir le destin. C'était des voyantes. Le travail de voyant, c'est pas pour les hommes, hein, c'est pour les femmes. Les femmes ont une intuition trop élevée. Quand tu sens que ton mari te trahit là, sur 100%, 80%, tu as raison. Même quand tu n'as pas la preuve. La femme, des fois, n'a pas la preuve, mais elle arrive à sentir quand tu as regardé quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu guettes, nous les hommes là, quand vous laissez vos cheveux là, des fois, je sais que madame là, mais il y a une autre qui part là, tu vois, non? Des fois, tu veux juste rincer le essai. Toi, elle va savoir. Et si tu fais une double vie, elle sera ta secrétaire, ton amie, elle va savoir. Elle va te dire, il y a un truc entre vous deux. Qu'est-ce que nous, on fait, on vous décourage? Oh non, tu as trop des idées, c'est faux. L'intuition de la femme, je vous dis, sur la trahison de son mari, elle ne se trompe jamais. Moi-même, quand on me fait, je sais qu'elle a raison. Elle dit que, mais je vais pas te le dire, hein, je vais t'embrouiller. Mais non, tu te fais des idées. L'intuition de la femme, je veux dire femme, ne vous embrouillez même pas. Quand tu sens l'intuition que le type là, il fait quelque chose là-bas, c'est la vérité. Sur 100%, 80%, vous avez l'intuition, vous avez été conçus comme des prophètes, ok? Et c'est cette intuition qui faisait que la femme avait des causeries, elle consultait l'homme. Quand l'homme vient la draguer, elle va consulter pour voir si c'est un menteur, si c'est un voyou, etc. Elle ne choisissait pas le corps, elle choisissait le destin. Donc tu viens avec un projet. Maintenant, c'est ce qui explique pourquoi je vais expliquer que non, les femmes aiment plus des leaders, ok? Les héros, les hommes baillants. Il faut une vaillance quelque part, il faut quelque chose qui montre ta supériorité. En fait, elle va dire que c'est utile pour l'humanité. Il y a des êtres humains qui sont inutiles et des humains masculins qui sont inutiles pour le destin humain. On dit être humain qu'à part. La femme regarde, elle ne voit pas l'importance dans les temps anciens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand l'homme vient, il ne vient pas vide. Déjà, tu n'as pas encore un chef, mais tu dragues quand même une femme. C'est ridicule. Tu l'amèneras où? OK? Donc, l'un des premiers signes que tu peux draguer une femme, que tu peux coucher une femme, c'est la responsabilité sociale. Il faut prouver que tu as une maison, tu as un chez toi, ou bien tu loues. Tu ne peux pas draguer une femme pour aller la coucher chez les parents, ou bien l'hôtel. Ça n'a aucun sens. La femme doit avoir en toi un homme déjà fait. Arrêtez-moi vos histoires ridicules, il faut combattre avec le mari, c'est faux. Les hommes avec qui vous combattez, qui vous abandonnent après. Tu as combattu pendant sa vie ridicule, pendant 10 ans, 20 ans, tu as super, 10 ans, 20 ans, et après le type, quand il gagne de l'argent, il t'oublie, maintenant tu vieillis, il commence à se taper des petites là, tu n'as même pas vu comment il a été conçu. Comment il arrive, femme, détrompez-vous. L'homme, quand il vient, il faut qu'il soit prêt. Mon ami, il n'y a pas de combat là. Non, 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 il n'y a pas, oh, je veux que je supporte. Non, non, il n'y a pas de ça. Viens avec ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Je vais maintenant analyser ce que tu as. Je vais maintenant juger. Ah, ok, il y a 100 babouches, il vend des babouches, mais avec mon intelligence, il va devenir peut-être une société de fabrication de babouches. Ah, il vend du vin de palme. Oh, avec mon intelligence que j'ai là-bas, on va construire une entreprise de vin de palme. Donc, elle voit ce que tu as, elle regarde si c'est promettant, si c'est positif et que ça peut avoir de l'avenir, elle peut dire je accepte. Donc, c'est un problème de destin. S'il n'y a pas de destin, ce n'est que de la chair. Merci beaucoup, Mani Congo. Vraiment, je vais donner la parole à ceux qui sont avec nous pour qu'il y ait quelques questions. J'ai une question. Ah. Oui. Oui, je voudrais savoir si dans la probabilité du destin, comme vous avez dit, on a par exemple 1, 2, 3. Donc, je peux avoir 1, je peux avoir 12, je peux avoir 13, je peux avoir 32, 33, je peux avoir 31, ainsi de suite. Est-ce qu'il est possible de détecter parmi son champ, par exemple, s'il y a 10 femmes qui peuvent être alignées selon la proportion de ma destinée, je peux au moins savoir si c'est je peux connaître que celle-ci est compatible à mon destin, parce que vous avez dit que je ne peux pas faire 35, je peux faire que 33, 32, 31, ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de connaître, de voir que celle-ci est compatible à mon destin? Merci. Il y a une possibilité, c'est une très bonne question. Et la possibilité, elle est même simple. OK? Vis avec elle pour voir le résultat. Vous voyez, non? Vous ne devez pas être dans l'obscurantisme. Il faut savoir une chose, est que
Dans le monde spirituel, le seul péché qui existe, hein, c'est de ne jamais avoir fait. C'est-à-dire que quand tu es dans l'au-delà, on ne va pas te condamner pour le mal que tu as fait. Ça ne va pas te condamner. On va te condamner pour ce que tu n'as pas pu faire. Parce que tu restes dans l'interrogation totale. Est-ce que c'était ma femme ou pas? Est-ce que ça aurait marché ou pas? Donc, nous, qu'est-ce qu'on dit? Il faut essayer, d'accord? Parce que l'univers fonctionne par sélection-élimination. Essaye, ok? Une histoire, c'est 3 ans maximum pour avoir la réponse qu'il faut. Parce que cet échec-là n'est pas un échec, c'est une leçon. Donc, n'aie pas peur d'échouer. Peut-être les échecs, les 2, 3, 4 femmes t'amèneront à la femme qu'il faut. Parce que nous grandissons. Parce qu'en voulant une histoire parfaite, en disant je n'ai pas des échecs, et ça, c'est une grave erreur. Parce que dans le cosmos, l'échec n'existe pas. Il n'y a que des leçons. J'ai compris parce que je grandis. Et la femme d'échec qui est venue sur toi, ça peut partir aussi des trajectoires probables issues de ton champ afin que tu puisses grandir. C'est important. Donc, le conseil que je pourrais donner, c'est que la première chose à savoir, ça c'est déjà un conseil, c'est que ne vous donnez pas trop de pression. Non, il faut que je réussisse, non. OK? Voilà. Et le mariage, ce n'est pas un pacte. Il y a des relations qui peuvent faire que 3 ans, 4 ans, 5 ans dans votre destinée. Le but est, ce que j'ai apporté pendant les 3 ans-là, c'est que tu m'as apporté pendant les 3 ans. Quand c'est fini, le cosmos va vous séparer vous-même. On vous a mis les histoires des mariages éternels, et c'est ça. Non, 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 non. L'univers, c'est pas comme ça. Regarde, ça dit que c'est cas pour cas. OK? Il y a des personnes, eux, une femme toute la vie. C'est cas pour cas. L'autre, dans la vie, il y aura 4 à 5 femmes. Tu vas divorcer, tu le veux ou pas. Ouais, non. C'est cas pour cas. Maintenant, il faut sentir quand le cas est fini. Lorsque tu es en 6e, il faut comprendre que tu dois passer en 5e. Mais quand tu passes en 5e, la leçon, les amis de la 6e, ils restent en 6e. Donc, si le partenaire n'évolue pas avec toi, il restera. Vous voyez? Donc, c'est ça qui divise aussi de pas les gens. Moi, j'évolue, toi, tu n'évolues pas. Donc, dès que les réalités de l'art de l'âme ne correspondent plus, il y a un qui grandit plus que l'autre, c'est normal qu'il y ait la séparation. Il ne doit pas considérer ça comme de la malédiction, de la haine. C'est tout simplement que non, on n'a plus rien à s'apporter. On a consommé tout ce qu'on avait à se donner. C'est pas parce que tu es un mauvais partenaire, non. C'est parce qu'on a eu une merveilleuse histoire, mais c'était pour 3 ans malheureusement. On a eu une merveilleuse histoire, c'était que pour 5 ans. Il faut qu'on ait de la maturité intellectuelle et puis relationnelle de comprendre que l'histoire entre moi est finie. Pas parce que l'un est mauvais, c'est parce que les besoins de complémentarité qu'on avait besoin, on les a tous consommés. Il faut que je libère l'autre. Et ça, il faut un grand niveau de spiritualité pour comprendre cela. Sois heureux, même si c'est sans moi. Vous voyez? Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la sainteté dans l'histoire relationnelle. Ça veut dire que ne pas être possessif. C'est moi, forcément, c'est pas moi. Et ce qui peut que non, quand il y a la séparation, il y a de la haine, il y a du mauvais œil. Hein? Hein? On souhaite des autres l'échec. On dit, on va voir, quand tu m'as quitté, moi, non. Quand c'est fini, c'est fini. Ce n'est pas la fin d'une histoire, n'est pas forcément un défaut de l'autre est mauvais, de l'autre est bien. Non, c'est simplement l'histoire est finie. Ça, c'est très important. L'autre conseil que je vais vous donner, c'est à quel moment un mariage est activé. Un mariage est activé quand il y a un vœu, et un vœu doit être fait devant de l'eau. Un vœu est fait devant de l'eau. Vous voyez ça bien? Quand il y a de l'eau, et puis il y a un sacrificateur, donc un prêtre, et là vous faites le vœu. Là, il y a de l'eau, ok? Sachez que les paroles dites devant de l'eau sont mémorisées. Oui. Donc, et le vœu fait devant de l'eau doit être activé pendant le rapport sexuel. Donc, activer un mariage, c'est simple, avec ton partenaire, vous avez de l'eau. S'il y a de l'eau, vous mettez de l'eau, par exemple, en bas du lit, ou à côté du lit, ok? Vous mettez de la cola à l'intérieur, et à partir de là, si vous pratiquez le sexe, ça veut dire que vous avez scellé en parole, en symbole, ok? Et en action, ok? Maintenant, quand il n'y a pas de l'eau dans vos vœux, dans vos paroles, sachez que vos paroles sont dans l'air, ce n'est pas encore stagné dans une géométrie mystique. Et à partir de là, ta libération avec ton ex devient facile. Maintenant, pour des femmes, quand il y a plusieurs relations sexuelles, il y a une herbe qu'on appelle au fait le diable. Ok? C'est le diable. C'est une herbe que vous devez utiliser quand tu veux enlever la mémoire d'un homme. On l'utilise même deux fois pour les veuves. Une femme qui est veuve, elle prend l'herbe là, ok? Elle peut, c'est comme de l'huile. C'est le diable. Ça pique comme ça, là, fort, fort. Ça enlève aussi les sièvres, ok? Quand on fait des bains, etc. Donc, on utilise cela, des fois par fumigation ou bien par gélule intime, etc.
ça permet d'enlever la mémoire d'un homme. Et à partir de là, maintenant, tu peux maintenant pratiquer le brisement des liens, mais les femmes utilisent plus leur menstrues quand tu es encore en cycle menstruel. C'est ça qu'on utilise pour séparer parce que le sang menstruel qui sort, ça sort avec la mémoire. Donc, c'est facile pour toi de capturer la mémoire d'un monsieur que tu veux plus en toi. Parce que dès que le corps est en train de libérer, tu peux t'aligner avec ça pour dire je me libère aussi, d'accord, de Mike, de Jordan, de Mathieu, ok, et c'est ça, beaucoup de choses. Hein. Et là, nous avons des cérémonies qu'on fait, mais c'est avec le moment, le son menstruel. On parle avec le son menstruel. Et c'est puissant, ces genre de choses-là. Et c'est puissant parce que même quand tu bénis l'enfant, ton enfant, tu peux le bénir avec le son menstruel. Hein. Vous savez ça? Le son menstruel, on vous raconte que c'est mauvais, c'est ça. Non, 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 non. C'est puissant. Tu parles avec ça comme ça. Tu parles. Fils de mon fils, traille de ma traille. Mon fils, tu parles sur ton enfant. Tu parles. Vous allez voir, finalement. C'est un pouvoir qui appartient à des femmes. Et ça, c'est un secret que je vais vous donner. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas osé prendre la parole. Je vois que pensent les ancêtres du couple. D'abord, les ancêtres. OK? Les ancêtres, c'est tout. Parce qu'il n'y a personne qui reste dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est une suspension des tâches et ce n'est pas bénéfique pour quelqu'un. Toutes les personnes qui meurent, c'est ceux qui reviennent. Voilà pourquoi toi, tu es là. Donc, il n'y a pas un ancêtre qui est assis là-bas qui va te dire prends telle femme, OK? Non. Ce qui reste là-bas, c'est la mémoire. OK? Le choix de ta femme dépend de la vision que tu as de ta vie et le besoin que toi, tu as. Voilà pourquoi il dit que l'amour n'est pas un jeu d'équipe. Qu'est-ce qui te manque toi? Quels sont les besoins que tu as? Il faut se responsabiliser. Il faut d'abord faire l'état des lieux de ta propre existence. Dis que mon existence, c'est ça. J'ai besoin de tel type de femme. Ouais, très bien. Le problème, c'est que vous tombez amoureux. Vous n'êtes pas dans l'ambition. Vous n'êtes pas objectif. Je t'aime, tu me manques, machin. Moi, je vais mettre ça que ça m'arrive. Hein. C'est pas que je suis robot. C'est qu'il y a ce qu'on appelle de la responsabilité. L'histoire de ta femme, c'est ton problème. OK? C'est à toi de savoir qu'est-ce que tu penses de telle fille. Tes ancêtres ne sont pas dedans. Merci, grand maître. Chalet.